La brume s'accrochait au manoir de Thornwood comme un linceul de regret, épaisse et suffocante, transformant l'ancien domaine en quelque chose de spectral et de détaché du monde des vivants. Dans l'aile ouest, là où les pierres les plus anciennes retenaient le froid le plus profond, Lady Helena Ashford se tenait à l'étroite fenêtre de sa prison, son souffle formant des motifs fantomatiques sur une vitre qui n'avait pas été nettoyée depuis des semaines, voire des mois. Elle avait perdu le compte de ce genre de choses. La chambre qui la retenait était grandiose dans son architecture, un témoignage des siècles de pouvoir de la famille Blackwell, mais sa grandeur était devenue une moquerie. Car à quoi servaient les tentures de soie et le chêne sculpté lorsque la porte était verrouillée de l'extérieur et que la clé reposait dans la poche d'un homme qui ne voulait pas l'entendre? Ses doigts traçaient les barreaux de fer qui quadrillaient la vitre, des ajouts faits spécialement pour sa réclusion, et elle sentit la guerre familière dans sa poitrine, cette terrible bataille entre la défiance qui maintenait sa colonne vertébrale droite et le cœur blessé, qui, malgré tout, se souvenait encore de ce que c'était que d'être aimée par lui. 3 mois qu'elle était là, enfermée comme une criminelle, comme quelque chose de honteux à cacher, et l'injustice de la situation lui brûlait les veines, alors même que le vent de novembre trouvait chaque fissure dans la pierre et la glaçait jusqu'aux os. Elle entendit ses pas avant de le voir. Cette démarche distinctive qui avait autrefois fait battre son cœur d'anticipation, mais qui maintenant la remplissait d'un mélange complexe de désir et de fureur. La clé tourna dans la serrure avec un son de jugement, et le duc Sébastien Blackwell entra dans sa prison, sa haute silhouette emplissant l'embrasure de la porte, son expression taillée dans le granit et l'ombre. Il ne la regarda pas immédiatement, comme si sa vue lui était pénible, et lorsque ses yeux rencontrèrent enfin les siens, elle y vit la même condamnation froide qui était là le jour où il l'avait condamnée à ce sort. « J'ose espérer que l'on s'occupe bien de vous, » dit-il, sa voix formelle, distante, la voix d'un étranger plutôt que celle de l'homme qui avait autrefois murmuré de la poésie contre sa peau dans l'obscurité de leur lit conjugal. « Aussi bien que n'importe quel prisonnier pourrait l'être, votre grâce, » répondit-elle, et elle entendit le tranchant dans sa propre voix, acéré comme l'hiver. « Je ne suis pas ici pour me quereller avec vous, Helena. » Son nom sur ses lèvres était encore une caresse, malgré ses efforts de froideur. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Elle s'avança vers lui, sa robe de soie grise, chuchotant contre le sol, ses cheveux sombres dénoués, car personne ne l'aidait à les coiffer correctement, personne d'autre que la servante effrayée qui lui apportait ses repas et s'enfuyait comme si l'emprisonnement pouvait être contagieux. Pour m'assurer que vous comprenez que les termes de votre réclusion restent inchangés jusqu'à ce que vous confessiez votre trahison. Les mots étaient des pierres entre eux. « Je n'ai rien à confesser, » dit-elle. Et sa voix se brisa sur le dernier mot malgré sa détermination à rester forte. « Parce que je n'ai rien fait de mal, et vous le savez, Sébastien, dans votre cœur, vous devez le savoir. » Pendant un seul instant, quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose qui aurait pu être du doute, de la douleur, ou le fantôme de l'amour qu'ils avaient partagé, mais sa mâchoire se crispa, et le mur entre eux se reconstruisit. « Les lettres sont des mensonges, » l'interrompit-elle, s'approchant encore plus, assez près pour sentir son odeur, du bois de santal et quelque chose de plus sombre, quelque chose qui parlait de nuit blanche et de tourments. Quelqu'un vous a trompé, nous a trompés tous les deux, et vous êtes trop fiers, trop consumés par votre orgueil blessé pour voir la vérité. Il se détourna d'elle alors, ses épaules rigides sous la laine fine de son manteau, et quand il parla de nouveau, sa voix était à peine audible. « Je ne serai pas tourné en ridicule, Helena. » « Alors, vous vous en chargez vous-même, »
murmura-t-elle à son dos qui s'éloignait, et le bruit de la clé tournant de nouveau dans la serrure fut comme la fermeture d'un tombeau, la laissant seule une fois de plus, avec la brume et le froid, et le terrible secret qui grandissait dans son corps, un secret qu'elle avait tenté par 2 fois de lui révéler, et dont on lui avait refusé par 2 fois l'occasion, un secret qui changerait tout si seulement il voulait bien écouter, si seulement il la voyait comme autre chose que la traîtresse dont son orgueil l'avait convaincu qu'elle devait être. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Le mariage avait été arrangé en désespoir de cause, une transaction habillée du langage du devoir et de l'honneur, bien que les 2 parties comprirent de la vérité sous la soie et la cérémonie. Le père d'Helena, le comte d'Ashford, avait dilapidé sa fortune au jeu avec la même insouciance qui avait caractérisé toute sa vie, laissant sa famille vaciller au bord de la ruine complète, leur domaine hypothéqué au-delà de toute rédemption, leur nom sur le point d'être traîné dans les feuilles de scandale qui nourrissaient l'appétit de Londres pour l'aristocratie déchue. Le duc de Blackwell, Sébastien, était récemment revenu du continent. Un homme de 30 ans avec une réputation de froideur et un empire de richesse qui semblait sans fond, et lorsque l'entremetteur avait suggéré l'union, Helena avait su avec une certitude déprimante qu'elle allait être vendue comme un tableau ou un cheval, sa valeur mesurée non pas en elle-même, mais en ce que son nom de famille, aussi terni soit-il, pourrait ajouter à sa stature. Elle s'était attendue à de la froideur, s'était préparée à une union de convenance, et rien de plus. Mais Sébastien l'avait surprise, lors de leur nuit de noces, avec une tendresse qui parlait de profondeur qu'elle n'avait pas anticipée. Et dans les semaines qui suivirent, quelque chose de remarquable avait fleuri entre eux, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Il avait été attentif, prévenant, lui apportant des fleurs de la serre et des livres de sa bibliothèque, s'asseyant avec elle le soir pendant qu'elle lisait à haute voix et qu'il prétendait examiner sa correspondance tout en la regardant en réalité avec une intensité qui lui coupait le souffle. Pendant 3 mois, elle avait été heureuse, vraiment heureuse, croyant que peut-être les mariages arrangés pouvaient se transformer en quelque chose de réel et de durable, que peut-être elle avait été bénie par la fortune après tout. Puis était venu le matin où elle l'avait trouvé dans son bureau, le visage blanc de fureur, 3 lettres étalées sur son bureau comme des preuves lors d'un procès, des lettres écrites de sa main, ou de ce qui semblait être sa main, adressées à Lord Edmund Rothwell, un jeune baron à la réputation douteuse avec qui elle avait dansé 2 fois à un bal avant son mariage. Les mots de ces lettres étaient incriminants au-delà de toute mesure, parlant de rencontres passionnées, d'un amour qui défiait les limites de ses vœux de mariage, de projets de fuite ensemble une fois qu'un temps suffisant se serait écoulé pour éviter les soupçons immédiats. Elle les avait regardés avec horreur et incrédulité, reconnaissant la forme de son écriture, mais sachant avec une certitude absolue qu'elle n'avait jamais écrit de tels mots, qu'elle ne les avait même jamais pensés, qu'elle n'avait jamais accordé à Lord Rothwell plus que l'attention polie que l'on accorde à n'importe quel partenaire de danse. Ces protestations étaient tombées dans des oreilles assourdies par un orgueil blessé et ce que Sébastien percevait comme une preuve irréfutable de sa trahison, et lorsqu'elle avait tendu la main vers lui, il avait reculé comme si son contact pouvait le contaminer. « Je pourrais divorcer de vous, » avait-il dit, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. « Je pourrais vous exposer à toute la société, détruire ce qui reste du nom de votre famille, mais je ne leur donnerai pas la satisfaction d'un tel scandale, ni ne vous libérerai pour que vous alliez à lui. » La sentence qu'il avait prononcée à la place était cette prison, cette chambre fermée à clé dans l'aile ouest, cette mort vivante où elle restait sa femme de nom mais rien de plus, où elle pouvait contempler ses péchés supposés dans l'isolement pendant qu'il pansait ses blessures dans le froid réconfort de sa juste colère.
Elle l'avait supplié d'enquêter sur les lettres, de se demander comment elles étaient arrivées en sa possession, d'envisager qu'elle puisse dire la vérité. Mais son orgueil, ce terrible orgueil des Blackwell, qui coulait dans ses veines comme du fer, ne lui permettait pas de douter des preuves qu'il avait sous les yeux, ne lui permettait pas d'envisager qu'il ait pu être trompé par quelqu'un d'autre, et c'est ainsi qu'elle restait là, innocente et condamnée, aimante et haïe, portant dans son corps des secrets qu'il refusait d'entendre. Les semaines passèrent avec la qualité implacable de l'eau usant la pierre, chaque jour se fondant dans le suivant, jusqu'à ce qu'Helena ne puisse plus être certaine depuis combien de temps elle était confinée dans cette belle prison, que ce fût depuis 6 semaines, ou 8, ou une période de temps infinie, qui défiait toute mesure. Les serviteurs qui s'occupaient d'elle le faisaient avec des yeux pleins de pitié, qui en disaient long sur ce qu'ils pensaient du traitement que le duc infligeait à sa femme, en particulier la jeune Mary, qui lui apportait son petit déjeuner chaque matin et s'attardait plus longtemps que strictement nécessaire, comme si la compagnie humaine pouvait être une subsistance aussi vitale que la nourriture sur le plateau. C'est Mary qui remarqua la première les changements dans le corps d'Helena. La façon dont elle avait pris l'habitude d'éviter certains aliments qui avaient été autrefois ses favoris, la pâleur qui couvrait son visage le matin, le subtil arrondissement de son ventre qu'aucun corset ne pouvait entièrement dissimuler. Et lorsque la servante avait demandé avec une douce hésitation si sa grâce était peut-être enceinte, Helena avait senti la vérité s'abattre sur elle comme un poids à la fois merveilleux et terrifiant. Elle l'avait su, bien sûr. À un certain niveau, elle l'avait su depuis des semaines, avait senti les changements dans son corps, la sensibilité de ses seins, les étranges sensations de flottement qui allaient et venaient comme des murmures de la vie qui grandissaient en elle. Mais l'entendre dire à haute voix l'avait rendu réel d'une manière qui l'envoya à genoux près du lit. Ses mains pressées contre son ventre encore plat, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle contemplait la situation impossible dans laquelle elle se trouvait. Le médecin, lorsque Mary le fit entrer en douce par l'entrée des domestiques un après-midi gris, alors que le duc était parti en voyage d'affaires, avait confirmé ce qu'Helena savait déjà dans son cœur et avait apporté une nouvelle encore plus stupéfiante. Il croyait, d'après la taille et certains autres signes, qu'elle portait non pas un enfant, mais 2, des jumeaux, une bénédiction qui aurait dû la remplir de joie, mais qui lui apporta au contraire une terreur si profonde qu'elle pouvait à peine respirer. Elle avait essayé de le dire à Sébastien, avait envoyé des messages par les serviteurs demandant sa présence, l'avait appelé lorsqu'elle entendait ses pas dans le couloir devant sa porte, mais il avait refusé toute ouverture, avait fait savoir par son majordome qu'il n'avait rien à lui dire et qu'elle n'avait rien à dire qu'il souhaitait entendre, et alors que novembre cédait la place à décembre et que les premières neiges commençaient à tomber, recouvrant Thornwood d'un manteau de blanc qui rendait sa prison encore plus isolée, Helena sentit le désespoir s'insinuer dans les espaces où l'espoir avait autrefois vécu. Le froid semblait s'infiltrer à travers les pierres même du manoir, et bien que les serviteurs entretinssent un feu dans sa cheminée et lui apportassent des briques chaudes pour son lit, elle ne parvenait pas à se réchauffer, ne pouvait cesser de frissonner alors qu'elle se tenait à sa fenêtre barrée, regardant le monde extérieur se transformer en quelque chose de cristallin et de distant, pensant aux enfants qui grandissaient dans son corps, se demandant comment elle les protégerait, comment elle leur donnerait l'amour qu'ils méritaient, alors que leur père les croyait nés de la trahison, et que leur mère était enfermée comme une folle dans un conte gothique, et aux heures les plus sombres de la nuit, lorsque même le feu s'était réduit à des braises, et que le manoir s'installait dans son silence grinçant et ancien, elle restait éveillée, les mains sur son ventre, murmurant des promesses aux petites vies en elle, jurant qu'elle trouverait un moyen de leur offrir mieux que cela, qu'il connaîtrait l'amour et la sécurité, même si cela signifiait faire quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant, qu'il serait libre même si elle devait briser chaque serrure et affronter chaque danger pour y parvenir.
Sebastian Blackwell était assis seul dans l'immense salle à manger du manoir de Thornwood, un unique couvert dressé devant lui à une table qui pouvait en accueillir 20, la lueur des bougies projetant des ombres qui semblaient se moquer du vide de l'espace et du creux dans sa poitrine. Et il se trouvait incapable de manger, malgré les plats élaborés que la cuisine avait préparés, chaque plat refroidissant alors qu'il fixait le vide et pensait à elle, toujours à elle. L'image du visage d'Helena le hantant à chaque heure de veille et envahissant ses rêves lorsque l'épuisement finissait par le réclamer. Les lettres reposaient dans le tiroir fermé à clé de son bureau, 3 morceaux de papier qui avaient brisé son monde, et il les avait lus si souvent qu'il connaissait chaque mot par cœur, chaque supposée marque d'affection qu'elle avait écrite à un autre homme, chaque promesse qui ressemblait à un couteau se tordant dans ses entrailles. Pourtant quelque chose en lui, une voix qu'il refusait de reconnaître, murmurait que l'écriture n'était pas tout à fait juste, que les tournures de phrases ne lui ressemblaient pas, qu'une femme qui l'avait regardé avec une telle tendresse n'aurait pas pu être l'auteur d'une telle trahison. Mais son orgueil ne lui permettait pas d'entretenir ses doutes, ne lui permettait pas de considérer qu'il aurait pu avoir tort, qu'il aurait pu condamner une femme innocente à l'emprisonnement et à l'isolement sur la base de preuves qui pouvaient être remises en question. Chaque nuit, il se retrouvait à passer devant l'aile ouest, ses pas ralentissant à l'approche de la porte qui la tenait captive, sa main s'élevant parfois vers la serrure avant qu'il ne se reprenne et ne se force à continuer dans le couloir, se disant qu'elle méritait cette punition, qu'il se montrait miséricordieux en la gardant ici plutôt que d'exposer sa honte à la société. Pourtant, le son de ses sanglots, à travers la lourde porte de chêne, déchirait quelque chose de fondamental dans son âme, le faisait douter de tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, la droiture et l'ordre approprié d'un mariage. Sa mère, la duchesse douairière, avait commencé à remettre en question son traitement d'Helena avec une franchise croissante, ses yeux perçants voyant à travers ses justifications et les trouvant insuffisantes. Et au dîner 2 soirs plus tôt, elle avait posé son verre de vin avec assez de force pour faire teinter le cristal, et lui avait demandé s'il croyait vraiment qu'enfermer sa femme comme une criminelle était l'action d'un homme d'honneur, si les lettres ne méritaient peut-être pas plus d'enquête qu'il ne leur en avait accordé, si son orgueil ne l'aveuglait pas à d'autres possibilités, et il avait répondu avec une froide fureur, l'informant que l'affaire ne la concernait pas, et que la culpabilité d'Helena était hors de question, bien que même alors que les mots quittaient sa bouche. Il avait goûté leur amertume et les avait reconnus pour les boucliers défensifs qu'ils étaient. La solitude devenait insupportable, une douleur physique qui s'installait dans ses os et faisait ressembler le vaste manoir à un mausolée, et il réalisa, avec une horreur naissante, qu'il l'aimait toujours, que malgré les lettres et la prétendue trahison et toute sa juste colère, son cœur ne l'avait pas libéré, qu'une partie de lui mourait en son absence, alors même qu'il maintenait la fiction qu'il était la partie lésée, méritant sympathie et justification. Et aux heures les plus profondes de la nuit, quand le sommeil ne venait pas et que l'obscurité se pressait autour de lui, il se demandait s'il n'avait pas commis une terrible erreur, si son orgueil ne l'avait pas conduit à détruire la seule chose dans sa vie qui lui avait apporté un bonheur authentique, mais le matin venait, et avec lui, le durcissement de sa résolution, le renouvellement de sa détermination à ne pas être tourné en ridicule, à ne pas admettre le doute ou la faiblesse, et ainsi le cycle continuait, jour après jour, avec lui devenant de plus en plus creux et de plus en plus hanté, tandis qu'elle restait enfermée au-dessus de lui, tous deux prisonniers dans différentes ailes de la même maison froide. Clara Brennan avait servi au manoir de Thornwood pendant 3 ans, assez longtemps pour savoir lesquels des domestiques de la maison étaient dignes de confiance et lesquels rapporteraient des histoires au majordome pour obtenir des faveurs. Et dès l'instant où elle avait été affectée au service de la duchesse emprisonnée, elle avait ressenti un sentiment brûlant d'injustice face à la situation, qui se renforçait de jour en jour
en témoignant de la digne quiétude d'Helena face à un traitement aussi cruel. Les autres serviteurs chuchotaient à propos des lettres, de la prétendue infidélité, mais Clara avait vu la façon dont le duc regardait sa femme au premier jour de leur mariage, avait été témoin de la tendresse entre eux, et quelque chose au fond de ses tripes lui disait que toute la situation était fausse, qu'une femme qui se comportait avec une telle grâce et parlait avec une si douce tristesse ne pouvait pas être l'adultère dont on l'accusait. Et ainsi Clara commença à apporter des portions supplémentaires au repas, glissant des biscuits sucrés de la cuisine dans la poche de son tablier, restant plus longtemps que nécessaire pour brosser les cheveux d'Helena ou ranger la chambre, offrant la compagnie qui pourrait rendre l'isolement un peu plus supportable. C'est lors d'une de ces visites prolongées, alors que le givre de décembre dessinait des motifs sur les fenêtres et que Clara aidait Helena à enfiler une chemise de nuit fraîche, qu'elle remarqua les changements subtils dans la silhouette de sa grâce, la façon dont le tissu tirait différemment sur son ventre, la plénitude de ses seins, et lorsque leurs regards se croisèrent, Clara vit la vérité écrite clairement dans l'expression d'Helena avant qu'un seul mot ne soit prononcé, vit la peur et l'émerveillement et le besoin désespéré d'une alliée. Et elle avait immédiatement attiré la jeune femme dans une étreinte et murmuré que quoi qu'il faille, elle l'aiderait, qu'elle ne l'abandonnerait pas à affronter cela seule. Helena avait alors pleuré, de grands sanglots secouants qui semblaient la vider de semaines de terreur refoulées, et à travers ses larmes, elle avait tout avoué, les jumeaux qui grandissaient en elle, ses tentatives infructueuses d'en informer le duc, sa terreur de ce qu'il adviendrait de ses enfants si elle restait emprisonnée, sa conviction grandissante qu'elle devrait s'échapper si elle espérait leur donner une vie. Et Clara avait écouté avec un cœur qui se brisait, se réparait et se durcissait en détermination tout à la fois, et elle avait fait une promesse qui changerait leurs deux destins, qu'elle aiderait Helena à s'enfuir de Thornwood, qu'elle rassemblerait ce qui était nécessaire pour une telle entreprise, qu'elle risquerait sa position, et peut-être plus, pour que justice soit faite. La planification commença en chuchotement et en moments volés, Clara utilisant ses relations à l'office pour accumuler lentement les choses dont Helena aurait besoin. Des pièces de monnaie chapardaient petit à petit des fonds de la maisonnée qu'elle aidait à gérer, des vêtements chauds adaptés au voyage qui pourraient ne passer inaperçus dans les réserves, des informations sur les horaires des gardes et les points faibles des défenses du manoir, l'emplacement d'un passage secret dans l'aile ouest utilisé par les serviteurs depuis des générations et qui pourrait fournir une voie de fuite si le moment était bien choisi. Elle recruta avec soin, ne parlant qu'à ceux en qui elle avait une confiance absolue, trouvant des alliés en Thomas le maître d'écurie qui avait servi la famille d'Helena avant son mariage et ressentait toujours de la loyauté envers sa maison, en Madame Pemberton, la chef cuisinière, qui avait ses propres petits-enfants et ne supportait pas l'idée que des bébés naissent en captivité, en jeune James, le valet de pied, qui avait perdu sa propre sœur à cause d'un mari cruel et voyait dans le sort d'Helena un écho de cette tragédie. Et ensemble, ils commencèrent à tisser un réseau de soutien qui rendrait l'impossible simplement extraordinairement difficile, rassemblant des ressources et des informations tout en maintenant un secret absolu, sachant que la découverte signifierait au mieux le renvoi et au pire des accusations criminelles. Mais aucun d'eux ne faiblit, liés par la conviction partagée que ce qui était fait à la duchesse était inadmissible et qu'ils avaient le devoir moral de l'aider, même si cela signifiait défier le maître de la maison et risquer tout ce qu'ils avaient construit au service du manoir de Thornwood. La force d'Helena déclinait depuis des jours, la grossesse pesant sur un corps déjà affaibli par des semaines de captivité et la dévastation émotionnelle de sa situation. Et lorsqu'elle se réveilla un matin, incapable de se lever de son lit, ses membres tremblants et sa vision nageant dans des taches sombres, Clara fit immédiatement appeler le médecin de la maison, sachant pourtant qu'une telle action attirerait l'attention du duc sur des questions qu'Helena
avait désespérément essayé de lui cacher. Le docteur Whitmore arriva en moins d'une heure, son examen bref mais approfondi, et Helena vit l'inquiétude s'approfondir sur son visage buriné, alors qu'il constatait sa pâleur et la courbe indubitable de son ventre sous les draps, et lorsqu'il quitta la pièce, elle sut avec une terrible certitude que son secret était sur le point d'être exposé, que le fragile contrôle qu'elle avait maintenu sur sa situation était sur le point de se briser comme du verre sous un coup de marteau. Sa prémonition était juste, car Sébastien intercepta le médecin avant même qu'il ne puisse descendre le grand escalier, exigeant de connaître la nature de la maladie de sa femme avec une urgence qui les surprit tous les deux. Et lorsque le docteur Whitmore l'informa que la duchesse était enceinte, portant en effet ce qui semblait être des jumeaux d'après la taille et le mouvement qu'il avait détecté, le visage du duc subit une telle transformation d'émotion que le vieux médecin recula involontairement, regardant le choc céder la place à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir avant que la rage ne submerge tout comme une marée cramoisie. Sébastien congédia le médecin avec des remerciements à peine cohérents et se dirigea directement vers l'aile ouest, ses pas résonnant dans les couloirs avec une telle force que les serviteurs s'éparpillèrent devant lui, et il se tint devant la porte d'Helena, la main pressée à plat contre le bois, comme s'il pouvait passer à travers pour saisir la vérité qui semblait se déplacer et danser juste au-delà de sa compréhension. Et quand il parla, sa voix tremblait d'une fureur à peine contenue qui masquait la terreur et l'incertitude qui bouillonnaient en dessous. « Vous êtes enceinte, dit-il, non pas une question mais une accusation, et Helena, qui s'était redressée dans son lit malgré sa faiblesse, sentit ses propres larmes commencer à couler alors qu'elle confirmait ce qu'il savait déjà, sa voix se brisant en lui disant oui, elle portait des jumeaux, ses fils grandissant en elle, alors même qu'il la gardait enfermée comme une criminelle, alors même qu'il lui niait la dignité élémentaire de sa présence ou de son écoute, et elle l'entendit prendre une inspiration rauque de l'autre côté de la porte, avant que ses prochains mots ne viennent comme des poignards conçus pour trouver son cœur et le transpercer. « Comment puis-je savoir qu'ils sont miens ?» exigea-t-il, sa voix rude d'angoisse et d'accusation entremêlées, et Helena sentit quelque chose de fondamental se briser en elle à ces mots. Sentit le dernier espoir fragile qu'il puisse un jour croire à son innocence s'effondrer en poussière, et à travers ses larmes, elle lui dit qu'elle ne l'avait jamais trahi, qu'elle l'avait aimé dès leur mariage, que les enfants qu'elle portait étaient les siens et les siens seuls. Mais ces mots semblaient rebondir sur la porte verrouillée sans pénétrer là où son cœur s'était caché derrière des murs d'orgueil et d'honneur blessés. La confrontation se poursuivit en échanges fracturés à travers la barrière de chêne et de fer, les accusations de Sébastien rencontrant les supplications de plus en plus désespérées d'Helena, jusqu'à ce qu'elle se taise enfin, ses larmes épuisées, et dans ce silence, elle sentit une transformation s'opérer dans son âme, une cristallisation de résolution qui brûla les derniers vestiges de la femme soumise et pleine d'espoir qu'elle avait été, et elle comprit avec une clarté absolue qu'elle ne pouvait pas rester, que pour le bien des vies innocentes qui grandissaient en elle, elle devait trouver le courage de quitter cet endroit, et l'homme qui avait autrefois promis de la chérir, mais était devenu son geôlier. Et quand elle parla de nouveau, sa voix avait une qualité de froide détermination qui fit que Sébastien pressa son front contre la porte dans une supplication inconsciente. « Je ne laisserai pas mes enfants être élevés dans cette prison, » lui dit-elle, chaque mot soigneusement mesuré et irrévocable, et de l'autre côté de la porte, le duc de Thornwood sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sentit la terrible prémonition qu'il perdait quelque chose d'infiniment précieux, mais son orgueil ne le laissa pas déverrouiller la porte, ne le laissa pas tomber à genoux et la supplier de lui pardonner, et ainsi il s'éloigna tandis qu'Helena s'asseyait dans son lit et posait ses mains sur son ventre arrondi, et faisait une promesse silencieuse à ses fils à naître
qu'elle serait assez courageuse pour eux tous, qu'elle trouverait un chemin vers la liberté, même si cela lui coûtait tout ce qu'elle avait jamais connu ou aimé. Les jours qui suivirent la déclaration d'Helena devinrent une chorégraphie minutieuse de préparation et de tromperie. Clara, se déplaçant dans le manoir avec une attention particulière pour paraître normale, alors même qu'elle coordonnait la conspiration grandissante avec la précision d'un général rassemblant ses forces pour la bataille, et c'est lors d'une de ces conférences chuchotées avec Thomas dans la cour de l'écurie qu'elle apprit quelque chose qui changea toute la physionomie de leur compréhension, car le vieux palefrenier avait surpris une conversation entre le cousin du duc, Richard, et un homme que Thomas ne reconnut pas, une conversation dans laquelle Richard s'était vanté en état d'ébriété des fausses lettres qui avaient détruit le mariage du duc. Riant de la facilité avec laquelle Sébastien avait été manipulé et de la façon dont le chemin vers le titre serait dégagé une fois que le déshonneur aurait poussé le duc à la folie ou à l'autodestruction. Thomas avait immédiatement apporté cette information à Clara, qui sentit son sang se glacer devant les implications, car c'était là la preuve de l'innocence d'Helena, une preuve qui pouvait tout changer, mais elle prit la décision déchirante de ne pas le dire au duc, raisonnant qu'un homme qui avait si facilement cru le pire de sa femme rejetterait probablement la parole des serviteurs comme une fantaisie ou une conspiration, et que même s'il les croyait, son orgueil pourrait exiger qu'il maintienne sa position plutôt que d'admettre une erreur aussi catastrophique, et plus crucialement, que toute révélation pourrait resserrer la sécurité et rendre l'évasion impossible, alors elle ne le dit qu'à Helena, qui pleura de vindicte amère et de détermination renouvelée, comprenant qu'elle fuyait non seulement l'emprisonnement, mais aussi un tissu de mensonges plus profond qu'elle ne l'avait imaginé, que l'homme qui avait trahi sa confiance était lui-même victime d'une trahison, bien que cette connaissance ne pût guérir la blessure que son manque de foi avait creusée dans son cœur. Le réseau de serviteurs sympathisants s'organisa de plus en plus chaque jour, Madame Pemberton s'assurant que des provisions supplémentaires étaient mises de côté et emballées pour le voyage, James le valet de pied cartographiant les rondes des gardes et identifiant la fenêtre de temps précise où la porte serait la moins surveillée. Et peu à peu, ils se mirent d'accord sur l'occasion idéale pour l'évasion, le bal d'hiver annuel du duc prévu pour le 15 décembre, lorsque le manoir serait rempli d'invités et que le personnel serait trop occupé à gérer les festivités pour remarquer une silhouette élancée se glissant dans l'ombre, lorsque la musique et le champagne couvriraient le bruit des portes qui s'ouvrent ou des chevaux qu'on prépare dans les écuries lointaines. L'état physique d'Helena restait précaire, le docteur Whitmore lui rendant visite 2 fois de plus et exprimant à chaque fois son inquiétude quant à sa pâleur et sa faiblesse, recommandant du repos et de la nourriture qu'elle acceptait avec gratitude, tout en se forçant secrètement à parcourir la longueur de sa chambre chaque jour, renforçant ce qu'elle pouvait pour l'épreuve à venir, sachant qu'elle aurait besoin de chaque once d'endurance pour survivre à un voyage hivernal alors qu'elle était lourdement enceinte de jumeaux, mais sa détermination ne faiblit jamais, car elle pressait ses mains sur son ventre et sentait le frémissement du mouvement là-bas, et savait qu'elle ramperait à travers la neige et l'obscurité si nécessaire pour donner à ces âmes innocentes une chance de vivre au-delà de ces murs. Le bal approchait, les préparatifs consumant l'attention de la maisonnée, et la veille au soir, Clara apporta à Helena la cape de voyage et les bottes robustes qu'ils avaient cachées, la petite bourse de pièces qui représentait les économies de toute une vie de Thomas offertes librement, et un plan détaillé de leur itinéraire à travers les passages des domestiques jusqu'aux écuries où un cheval attendrait. Et tandis qu'Helena écoutait ces derniers arrangements, elle sentit la peur et l'espoir se livrer bataille dans sa poitrine, sachant que demain soir, elle trouverait la liberté ou ferait face à des conséquences trop terribles pour être envisagées. Mais lorsque Clara lui demanda si elle était certaine, si elle avait le courage d'entreprendre quelque chose de si dangereux dans son état, Helena la regarda
avec un regard qui contenait toute la protection féroce de la maternité imminente, et dit oui, qu'elle n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, qu'elle s'échapperait du manoir de Thornwood ou mourrait en essayant, car elle ne laisserait pas ses fils naître dans une prison bâtie de mensonges et d'orgueil blessé. La nuit du bal arriva, enveloppée dans l'obscurité de l'hiver. Le givre gravant de délicats motifs sur les fenêtres du manoir de Thornwood, tandis qu'à l'intérieur, les grandes salles flambaient sous la lumière des bougies et résonnaient des airs de l'orchestre, la crème de la société tourbillonnant dans la salle de bal, dans leurs soies et leurs bijoux, le champagne coulant à flots et les rires s'élevant jusqu'au plafond voûté, tandis qu'Helena était assise dans sa chambre verrouillée, écoutant la musique lointaine et sentant son cœur marteler ses côtes avec un mélange d'anticipation et de terreur, sachant que dans l'heure qui suivrait, elle serait soit libre, soit découverte et confrontée à des conséquences qu'elle n'osait imaginer. Clara arriva alors que l'horloge sonnait 9 heures, le visage rouge d'avoir monté en courant les escaliers des domestiques, et elle aida Helena à enfiler la robe de voyage qu'elles avaient cachée, la laine sombre choisie pour sa chaleur et sa capacité à se fondre dans l'ombre, et alors que les doigts tremblants d'Helena attachaient les boutons sur son ventre gonflé, elle sentit l'un des jumeaux donner un coup de pied comme en signe de protestation ou d'encouragement, et elle murmura une prière silencieuse au Dieu qui pourrait l'entendre, pour qu'elle ait la force de mener cela à bien, pour que son corps ne fasse pas défaut à ses enfants au moment où ils avaient le plus besoin de son courage. Elles se déplacèrent à travers l'aile ouest, Clara en tête, sa lanterne voilée, pour n'émettre qu'un mince filet de lumière, et Helena suivit, une main traînant le long du mur pour l'équilibre, et l'autre pressée protectricement sur son ventre. Chaque pas exigeant un effort conscient, alors que son corps affaibli protestait contre l'effort, et à 2 reprises, elles se figèrent dans des alcôves alors que des gardes passaient à proximité, leurs bottes lourdes sur les sols en pierre et leurs voix portant des bribes de conversation sur les festivités en bas. Et Helena retint son souffle jusqu'à ce que l'obscurité nage devant ses yeux, certaine que les battements tonitruants de son cœur devaient être audibles pour quiconque à 12 de mètres. Les passages des domestiques étaient étroits et escarpés, conçus pour que le personnel se déplace sans être vu à travers l'infrastructure du manoir, et Helena dut s'arrêter 3 fois pour se reposer, sa respiration laborieuse et la sueur perlant sur son front malgré le froid de décembre. Tandis que Clara lui murmurait des encouragements et des promesses qu'elles y étaient presque à la liberté, et quand elles émergèrent finalement dans la nuit d'hiver par une porte cachée derrière les jardins potagers, Helena haleta sous le choc de l'air glacial remplissant ses poumons et leva les yeux vers un ciel parsemé d'étoiles qui semblaient incroyablement brillantes après des semaines à ne voir que le plafond de sa prison. Thomas attendait dans l'ombre de l'écurie avec une douce jument déjà scellée, et il pressa les rênes dans les mains d'Helena avec une bourse qui cliquetait de pièces, son visage buriné plissé d'inquiétude en constatant sa pâleur et la façon dont elle chancelait sur ses pieds, et il proposa de l'accompagner à cheval, au moins jusqu'au village le plus proche, mais Helena refusa, sachant que son absence serait remarquée et punie, et à la place, elle le laissa l'aider à monter en selle, haletant de la douleur qui lui traversa le dos et l'abdomen alors qu'elle s'installait. Puis elle se déplaçait dans l'obscurité, les lumières du manoir s'éloignant derrière elle, suivant la ruelle qui menait à travers le parc du domaine vers la route de Londres, et chaque foulée du cheval envoyait des secousses de malaise à travers son corps, mais elle ne ralentit pas, ne pouvait pas ralentir, poussée par la certitude que la découverte pouvait survenir à tout moment, et que sa seule chance résidait dans le fait de mettre le plus de distance possible entre elle et Thornwood, avant que l'aube ne révèle son absence. La nuit s'étira sans fin, marquée par le rythme des sabots et sa propre respiration laborieuse.
le froid s'infiltrant à travers sa cape et faisant se contracter et trembler ses muscles, et à 2 reprises, elle dut s'arrêter pour vomir au bord de la route, son corps se rebellant contre le châtiment qu'elle lui infligeait. Mais à chaque fois, elle remontait en selle et continuait, pensant à ses fils, les imaginant en sécurité, libres et grandissant au soleil plutôt qu'à l'ombre. Et lorsque la première lumière grise de l'aube commença à pâlir le ciel oriental, elle vit la vision bénie de l'auberge de relais s'élevant de la brume matinale, ses fenêtres brillant de chaleur et de promesses, et elle glissa du cheval plus qu'elle ne descendit, ses jambes se dérobant presque sous elle lorsque ses pieds touchèrent le sol, et elle trébucha vers la porte sachant qu'elle l'avait fait, qu'elle s'était échappée, bien que la partie la plus difficile de son voyage fût encore à venir. Le voyage jusqu'à Willowmere dura 3 jours qui semblèrent une éternité. Helena voyageant en diligence publique, car elle n'osait pas attirer l'attention en louant une voiture privée, endurant les routes cahoteuses et les regards curieux des autres passagers qui notaient son état et sa détresse évidente, avec des degrés variables de sympathie et de suspicion. Et chaque kilomètre était acheté par la douleur, alors que son corps protestait contre le mouvement constant et que ses jumeaux semblaient sentir sa détresse, leurs mouvements plus agités que d'habitude, pressant contre ses côtes et rendant la respiration difficile, mais elle n'envisagea jamais de faire demi-tour, car chaque rotation des roues l'éloignait de l'ombre de Thornwood et la rapprochait de la seule personne au monde en qui elle avait une confiance absolue, Lady Margaret Sutton, qui avait été son amie la plus chère depuis l'enfance, la sœur de son cœur sinon de son sang. Elle n'avait écrit aucune lettre d'avertissement, craignant une interception, et ainsi, lorsque la diligence la déposa enfin aux portes de Willowmere, un après-midi gris de décembre, alors que la neige commençait à tomber en spirale paresseuse d'un ciel de plomb, elle remonta simplement l'allée sur des jambes tremblantes, sa cape serrée contre le froid et son petit sac agrippé dans une main, et lorsque le majordome ouvrit la porte et la reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent de choc avant que la formation professionnelle ne reprenne le dessus et qu'il la fasse entrer dans la chaleur du hall d'entrée, en voyant un valet de pied chercher en courant Lady Margaret, qui apparut quelques instants plus tard dans un bruissement de mousseline et de rubans, son joli visage passant de la curiosité à l'horreur, puis à une protection féroce en l'espace d'un battement de cœur, alors qu'elle constatait l'apparence hagarde d'Helena et sa grossesse évidente. Margaret ne posa aucune question à ce premier instant, se contentant de prendre Helena dans ses bras avec une férocité qui parlait d'années d'amitié et de loyauté, et Helena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, toute la peur, la douleur et le courage désespéré qui l'avaient soutenue pendant sa fuite, et son voyage cédant soudainement la place à un épuisement si profond qu'il semblait l'attirer vers le bas, comme une pierre s'enfonçant dans l'eau sombre, et elle entendit la voix de Margaret, comme venant de très loin, appelant son médecin et sa gouvernante, et exigeant que la meilleure chambre d'amis soit préparée immédiatement. Puis le monde bascula et devint gris sur les bords, et elle ne sut plus rien jusqu'à ce qu'elle se réveille dans un lit moelleux, avec la lumière du feu dansant sur des murs inconnus, et Margaret, assise à côté d'elle, lui tenant la main avec des larmes coulant sur son visage. Les jours qui suivirent se confondirent dans un brouillard de convalescence. Le docteur Morrison lui rendant visite 2 fois par jour pour surveiller son état, et déclarant que c'était un miracle qu'elle et les bébés aient survécu à une telle épreuve, prescrivant repos, nourriture et calme absolu, tout ce que Margaret lui fournit avec le dévouement de la plus sincère amitié, ne pressant jamais pour obtenir des détails sur ce qui avait amené Helena à sa porte dans un tel état, mais offrant simplement sanctuaire et amour. Et peu à peu, Helena retrouva ses forces, son corps répondant à la sécurité et aux soins comme il n'aurait jamais pu le faire en captivité. Et au fil des semaines, et alors que l'hiver s'installait dans ses mois les plus froids, son ventre devint rond et proéminent, les jumeaux prospérant maintenant qu'elle pouvait se reposer, manger correctement et respirer un air non contaminé par le poison de la trahison.
Elle raconta tout à Margaret un soir, alors qu'elles étaient assises devant le feu, dans le salon privé de Margaret, toute l'histoire sordide se déversant comme du poison d'une plaie percée, les fausses lettres et les terribles accusations de Sébastien, et les longues semaines d'emprisonnement, et sa fuite désespérée. Et Margaret écouta avec un visage qui passa par le choc, la rage et la tristesse. Et quand Helena eut fini, elle dit simplement qu'Helena resterait à Willowmere aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, qu'elle serait en sécurité ici, que ses enfants naîtraient en paix et seraient élevés dans l'amour. Et Helena pleura de gratitude et de chagrin entremêlés. Pleurant le mariage qui était mort, alors même qu'elle sentait ses fils s'agiter de vie sous son cœur. Sébastien découvrit son absence à l'aube, lorsque sa mère insista pour qu'il se rende dans la chambre d'Helena pour discuter de sa grossesse, une conversation qu'il évitait depuis 2 jours après en avoir été informé par le docteur Morrison. Et au moment où il déverrouilla la porte et vit la chambre vide avec son lit soigneusement fait et sa garde-robe ouverte, il sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine, le monde basculant nauséeusement alors qu'il restait figé dans l'embrasure de la porte avant que la rage n'explose en lui comme un feu de forêt, l'envoyant hurler à travers les couloirs pour appeler son intendant et ses gardes, exigeant de savoir comment une femme enceinte pouvait simplement disparaître d'une pièce fermée à clé au milieu de la nuit, et en moins d'1 heure, tous les serviteurs du manoir de Thornwood se tenaient assemblés dans le grand hall, tandis que Sébastien faisait les 100 pas devant eux, comme une bête en cage, sa voix rauque alors qu'il interrogeait chacun d'eux avec un désespoir croissant sur ce qu'ils avaient vu ou entendu. Et c'est Clara qui supporta le plus gros de sa fureur lorsqu'il remarqua ses yeux rougis et ses mains tremblantes, la pressant de questions jusqu'à ce qu'elle pleure, mais ne révèle rien, sa loyauté envers Helena plus forte que sa peur de sa colère, bien qu'il la menaçât de renvoi, et pire encore. Il envoya des cavaliers dans toutes les directions avec des descriptions et des ordres de vérifier chaque auberge et relais de poste dans un rayon de 50 miles, offrant des récompenses pour toute information et faisant savoir que la duchesse de Blackwell ne fuyait pas un scandale, mais était tombée malade et s'était éloignée dans un état de confusion, un mensonge qui avait un goût de cendre sur sa langue, mais semblait nécessaire pour préserver ce qui restait de leurs 2 réputations. Et il se rendit lui-même à Londres pour interroger la famille d'Helena, pour découvrir qu'ils ne savaient rien, et semblait sincèrement choqué par sa disparition, le visage de son père gris d'inquiétude, et sa mère sombrant dans l'hystérie, et Sébastien les quitta avec la promesse de la retrouver et de la ramener saine et sauve, bien qu'il n'eût aucune idée de comment il tiendrait de telles assurances. C'est au 3e jour de recherche frénétique que son cousin Edward apparut à Thornwood, le même Edward qui avait toujours semblé trop impatient de discuter de la succession et trop intéressé par les affaires du duc, et Sébastien le reçut dans son bureau avec une impatience à peine dissimulée, jusqu'à ce que la voix tremblante et les yeux baissés d'Edward pénètrent sa distraction, et la confession qui s'ensuivit fit geler le sang de Sébastien dans ses veines, alors qu'Edward admettait en larmes qu'il avait falsifié les lettres, engagé un clerc pour imiter la main d'un autre homme, les avait placés là où Sébastien les trouverait, tout cela dans l'espoir tordu qu'un divorce sans enfant pourrait d'une manière ou d'une autre dégager le chemin d'Edward vers le titre. Un stratagème si méprisable et insensé que Sébastien pouvait à peine le comprendre, alors même qu'une fureur comme il n'en avait jamais connue montait pour l'étouffer. Il frappa Edward avec assez de force pour l'envoyer s'étaler, puis se tint au-dessus de lui, tremblant de rage et de quelque chose de bien pire que la rage, une horreur naissante qui lui souleva l'estomac en réalisant ce qu'il avait fait, comment il avait condamné une femme innocente, emprisonné sa propre femme, l'avait accusée de trahison alors qu'elle avait été fidèle tout du long, et le bébé, cher Dieu, le bébé qu'elle portait, son enfant, ses enfants, et elle avait essayé de le lui dire, et il avait refusé d'écouter, l'avait traitée de menteuse et pire encore, et maintenant elle était partie.
enfuie dans l'hiver avec ses fils grandissant dans son ventre, et aucun moyen de savoir si elle était en sécurité, si elle souffrait, ou même si elle était en vie. Il bannit Edward d'Angleterre même, avec des menaces de poursuite s'il revenait un jour, puis s'effondra dans son fauteuil et pleura pour la première fois depuis son enfance, de grands sanglots déchirants qui sortaient de sa poitrine alors qu'il faisait face à l'ampleur de son échec, et lorsque sa mère le trouva ainsi, elle le serra dans ses bras comme elle le faisait quand il était enfant, et écouta sa confession brisée, et ensemble ils commencèrent une recherche sérieuse, engageant des enquêteurs et écrivant à toutes les relations qu'ils possédaient, mais les semaines passèrent sans nouvelles, sans traces, comme si Helena avait simplement disparu de la surface de la terre. Et chaque jour qui n'apportait aucune nouvelle, Sébastien sentait une autre partie de lui-même s'effondrer, son arrogance et sa certitude remplacées par un remords désespéré, et la terrible conscience qu'il n'aurait peut-être jamais la chance de la supplier de lui pardonner ou de connaître ses enfants, que son orgueil avait détruit tout ce qui comptait, et il était impuissant à réparer les dégâts qu'il avait causés. Le travail d'Helena commença un matin de fin mars, lorsque les premiers crocus avaient percé les dernières plaques de neige et que l'air portait cette qualité particulière du début du printemps, mi-promesse, mi-souvenir de l'emprise de l'hiver, et elle se réveilla avec une contraction dans son ventre qu'elle sut immédiatement différente des fausses douleurs qui l'avaient troublée pendant des semaines. Et Margaret fut convoquée sur le champ avec le docteur Morrison, qui était resté à proximité ces derniers jours en prévision de ce moment précis, et ce qui suivit fut une épreuve qui dura toute la journée et jusque tard dans la nuit, son corps enfermé dans la lutte ancestrale pour donner la vie, tandis que son esprit dérivait entre l'agonie présente et des souvenirs fragmentaires de Sébastien, se demandant s'il la cherchait encore ou s'il l'avait déjà oubliée dans les bras d'une femme plus docile, et elle pleurait non seulement de douleur physique, mais aussi du chagrin de savoir que ses fils entreraient dans un monde où le nom de leur père était à la fois leur droit de naissance et leur fardeau. Margaret lui tint la main à chaque contraction, le visage pâle mais déterminé, lui murmurant des encouragements et pressant des linges frais sur le front brûlant d'Helena, et le docteur Morrison travailla avec la compétence assurée d'une longue expérience, bien que son expression devint de plus en plus grave au fil des heures, et que les forces d'Helena commençaient à faiblir. Et c'est vers minuit que le premier enfant émergea enfin avec un cri qui sembla percer directement l'âme d'Helena, un son de vie pure et d'indignation qui la fit rire même à travers ses larmes, et le médecin annonça un garçon en bonne santé avec des cheveux sombres comme ceux de son père, et Helena ne le tint qu'un instant avant que la vague de travail suivante ne la réclame et qu'elle ne doive abandonner son premier-né aux bras tremblants de Margaret, tandis qu'elle se battait pour mettre son frère au monde. Le second jumeau vint plus rapidement, mais l'effort laissa Helena épuisée et tremblante. Son corps poussait au-delà de ce qu'elle avait cru possible. Mais lorsque le docteur Morrison plaça le second nourrisson hurlant sur sa poitrine à côté de son frère, elle ressentit une vague de joie féroce si puissante qu'elle éclipsa même son épuisement, et elle regarda les deux êtres parfaits qu'elle avait créés, leurs petits poings s'agitant et leurs visages rouges de l'indignation de la naissance, et elle leur murmura qu'elle les protégerait toujours, qu'ils connaîtraient l'amour même s'ils ne connaissaient jamais leur père, qu'elle serait suffisante pour eux d'une manière ou d'une autre, bien qu'elle n'eût aucune idée de comment tenir une telle promesse. Elle les nomma dans les heures calmes avant l'aube, alors qu'ils tétaient à son sein, avec cette faim instinctive qui n'avait besoin d'aucun apprentissage, appelant l'aîné Alexandre pour la force et le plus jeune Théodore pour le don divin qu'il représentait, des noms qu'elle choisit sans consulter personne parce qu'ils étaient les siens seuls à nommer, leur père ayant renoncé à ce droit lorsqu'il l'avait enfermé et refusé de croire à sa vérité. Et pourtant, même en prenant cette décision, elle sentit le poids fantôme de l'absence de Sébastien
comme un membre manquant, se demandant ce qu'il aurait choisi, s'il aurait été doux avec ses nouvelles vies fragiles, ou aussi dur qu'il l'avait été avec elle. Les semaines qui suivirent apportèrent une transformation qu'Helena n'avait pas anticipée. Son corps se remettant lentement, tandis que son cœur s'ouvrait d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. L'amour qu'elle ressentait pour ses fils vaste, simple et pur, d'une manière que son amour pour Sébastien n'avait jamais été. Et elle se surprit à sourire de nouveau pour la première fois depuis son jour de mariage, de vrais sourires qui venaient sans y être invités lorsque Théodore faisait une drôle de grimace ou qu'Alexandre agrippait son doigt avec une force surprenante, et Margaret se délectait de son rôle de tante d'honneur, aidant aux tétés de fin de soirée et aux promenades matinales dans le jardin lorsque le temps le permettait. Et ensemble, elles créèrent un petit monde paisible à Willowmere, où Helena commença à croire qu'elle pourrait réellement construire une vie, qu'elle pourrait élever ses garçons pour en faire des hommes bons qui ne douteraient jamais de la parole d'une femme ou ne confondraient jamais l'amour avec la possession. Et alors que le printemps s'installait pour de bon et que ses fils devenaient ronds et en bonne santé, elle fit le choix conscient d'arrêter d'attendre que Sébastien la trouve, d'arrêter d'espérer qu'il arriverait avec des excuses et des explications, versant plutôt toute son énergie dans le moment présent et les deux petites vies qui dépendaient entièrement d'elle, décidant que cela suffirait, qu'elle ferait en sorte que cela suffise, même si une partie traîtresse de son cœur continuait à souffrir pour l'homme qui avait si profondément trahi sa confiance que le pardon semblait une impossibilité à laquelle elle n'aurait jamais à faire face. Les mois qui suivirent la confession d'Edward devinrent un creuset dans lequel la nature même de Sébastien fut mise à l'épreuve et transformée, sa richesse et sa position se révélant inutiles face au simple fait qu'Helena avait disparu aussi complètement que la brume matinale dissipée par le soleil, et il jeta de l'argent sur le problème avec un désespoir croissant, engageant des enquêteurs dans toute l'Angleterre et envoyant même des demandes sur le continent, bien qu'il n'eût aucune raison de croire qu'elle fuirait si loin, vendant des parcelles de terre et de précieux héritages qui appartenaient à sa famille depuis des générations pour financer la recherche, car qu'importait tout cela s'il ne pouvait pas la retrouver et la supplier de lui pardonner, s'il ne pouvait pas savoir si ses enfants vivaient ou mouraient, s'il ne pouvait pas réparer le terrible tort qu'il avait commis dans son arrogance et son orgueil. La société observait son déclin avec ce mélange particulier de sympathie et de schadenfreude qui caractérisait la relation du grand monde avec la grandeur déchue, des murmures le suivant dans les salles de bal où il ne se rendait que pour interroger les invités sur d'éventuelles apparitions, des rumeurs se propageant selon lesquelles le fier duc de Blackwell avait été abaissé par sa propre cruauté, et il ne fit aucune tentative pour contrôler les ragots ou préserver sa réputation, allant même jusqu'à admettre publiquement son erreur lors d'un dîner organisé par le marquis de Winchester, sa voix se brisant alors qu'il confessait à l'Assemblée qu'il avait accusé à tort sa femme d'infidélité sur la base de fausses preuves et qu'elle s'était enfuie alors qu'elle portait ses enfants, et il supplia quiconque ayant des informations de se manifester, offrant des récompenses qui firent que les autres invités échangèrent des regards embarrassés, tandis que sa mère était assise à côté de lui, des larmes coulant sur son visage. Le duc, qui s'était autrefois tenu avec une dignité si rigide, marchait maintenant à travers Londres, les épaules courbées, comme s'il portait un poids invisible, son visage émacié par les nuits blanches et les repas manqués, ses yeux ayant un aspect hanté, qui faisait même ressentir à ses critiques un élan de pitié, et il commença à assister au service à St. George chaque matin, s'agenouillant dans le sanctuaire sombre bien après que les autres fidèles soient partis, ses lèvres bougeant dans des prières qui ne demandaient pas le retour d'Helena, mais simplement de savoir qu'elle vivait, que ses enfants respiraient, qu'il ne les avait pas tous détruits par son refus obstiné de croire à son innocence. Sa mère devint son seul réconfort pendant ces mois sombres, la duchesse douairière
ouvrant sa maison à son fils brisé et s'asseyant avec lui pendant de longues soirées où le chagrin menaçait de le consumer entièrement, écoutant alors qu'il parlait obsessionnellement de petits moments de son bref mariage qu'il n'avait pas su apprécier à l'époque, la façon dont les yeux d'Héléna s'illuminaient quand elle riait, la douceur de sa voix quand elle lisait de la poésie dans le jardin, le courage qu'il avait dû lui falloir pour maintenir sa dignité même en étant emprisonné, et peu à peu, à travers ces conversations, Sébastien commença à comprendre qu'il n'avait jamais vraiment connu sa femme du tout, qu'il n'avait vu que ce que son orgueil lui permettait de voir, plutôt que la femme remarquable qu'elle était réellement. Et cette prise de conscience acheva la destruction de son ancien moi, laissant derrière lui quelqu'un de plus humble et infiniment plus conscient de sa propre capacité à l'erreur. Il cessa complètement d'assister aux événements sociaux à l'automne, passant ses journées à cheval à travers la campagne, dans le mince espoir de trouver une trace du passage d'Héléna, et ses nuits à lui écrire des lettres qu'il n'enverrait jamais. Déversant des excuses et des confessions sur page après page qui s'empilaient dans son bureau comme des monuments à son remords, et son personnel de maison observait cette transformation avec étonnement, le maître sévère qu'ils avaient craint devenant quelqu'un capable de les remercier pour de petits services et de s'enquérir de leur famille, comme si la perte d'Héléna avait fissuré une chambre scellée dans son cœur et permis à son humanité d'émerger enfin, bien qu'il serait volontiers resté l'imbécile arrogant qu'il avait été, si cela signifiait qu'elle reviendrait, si cela signifiait que ses fils connaîtraient leur père, si cela signifiait qu'il pourrait avoir une chance de plus de se montrer digne de la confiance qu'il avait si négligemment brisée. Les saisons tournèrent à Willowmere avec une douceur qui semblait conçue pour guérir les cœurs blessés, l'été cédant la place à l'automne dans une cascade progressive d'or et de cramoisie qui transforma les jardins du domaine en quelque chose d'une peinture pastorale, et Héléna se retrouva à s'installer dans un rythme de jour entièrement structuré autour des besoins d'Alexandre et de Théodore, leurs petits corps devenant robustes et forts grâce à son lait et au bouillon nourrissant de la cuisinière de Margaret qui lui était servi avec une insistance maternelle. Et elle découvrit en elle des réserves de patience et de joie qu'elle ne se connaissait pas, alors qu'elle regardait ses fils apprendre à fixer leurs yeux, à suivre les mouvements et finalement à sourire de ces sourires édentés qui faisaient enfler son cœur d'un amour si féroce que c'en était presque douloureux. Margaret se révéla non seulement une amie, mais une sœur en tout sauf le sang, se levant pour les tétées de minuit sans se plaindre et faisant les 100 pas avec un jumeau grognon pour qu'Héléna puisse dormir 1 heure de plus. Et ensemble, elles créèrent un petit univers à Willowmere où les jugements et les attentes du monde extérieur ne pouvaient pas pénétrer, bien que Margaret tentât occasionnellement de présenter Héléna à des messieurs convenables des domaines voisins, des veufs ou des cadets, qui pourraient offrir respectabilité et sécurité. Et à chaque fois, Héléna refusait avec une douce fermeté qui déconcertait son amie, jusqu'à ce qu'un soir, elle admette finalement que son cœur restait obstinément attaché à Sébastien malgré tout ce qu'il avait fait, qu'elle ne pouvait pas plus transférer ses affections à un autre homme, qu'elle ne pouvait se forcer à cesser de respirer. Et cette confession resta suspendue entre elles comme un fantôme qui expliquait tout de la tristesse persistante d'Héléna, même dans les moments de contentement. Alors que l'automne s'approfondissait et que les garçons approchaient de leur premier anniversaire, Héléna commença à remarquer les façons dont ils ressemblaient à leur père. Alexandre, héritant de la mâchoire forte et de l'expression sérieuse de Sébastien même dans sa petite enfance, tandis que Théodore avait les yeux de son père. Cette nuance particulière de gris vert, qui pouvait paraître froide comme l'hiver ou chaude comme le printemps selon la lumière. Et ces ressemblances apportaient à la fois réconfort et douleur, rendant l'absence de Sébastien plus aiguë, même si elle essayait de se convaincre qu'elle et les garçons étaient mieux sans un homme qui s'était révélé capable d'une telle cruauté, bien que tard dans la nuit, lorsque la maison était silencieuse et que les jumeaux dormaient paisiblement dans leur berceau.
elle restait éveillée et se demandait ce qu'il faisait, s'il s'était remarié ou avait pris une maîtresse, s'il pensait parfois à elle ou si son orgueil lui avait permis de simplement l'effacer de sa mémoire, comme on pourrait brûler un portrait peu flatteur. Le matin où Théodore prononça son premier mot, une approximation bredouillée de maman qui était néanmoins sans équivoque dans son intention, Héléna éprouva une joie si profonde qu'elle en eut les larmes aux yeux, et Alexandre suivit en quelques jours comme s'il ne voulait pas laisser son frère atteindre une étape seule. Et ces petits triomphes firent prendre conscience à Héléna que ses fils grandissaient sans leur père, qu'ils poseraient un jour des questions auxquelles elle ne saurait pas répondre, que son désir de se protéger d'une douleur supplémentaire pourrait leur nier quelque chose d'essentiel à leur identité et à leur héritage. Et cette prise de conscience se transforma en une certitude qui s'installa sur elle comme de la neige, froide et inévitable, la compréhension qu'elle ne pouvait pas se cacher à Willowmere pour toujours, aussi sûr et paisible que cela puisse paraître, que ses fils méritaient de connaître leur père s'il avait vraiment changé comme elle s'autorisait parfois à l'espérer. Et avec cette reconnaissance vint une décision qui la terrifiait, même si elle en reconnaissait la nécessité, la conscience qu'elle devrait tendre la main, qu'elle devrait risquer sa paix durement gagnée et le bonheur fragile qu'elle avait construit, qu'elle devrait découvrir si le duc de Blackwell avait appris quelque chose de l'épave de leur mariage, ou s'il restait le même homme fier et suspicieux qui l'avait enfermé et avait refusé de croire à sa vérité. Et alors que le premier gel touchait les jardins de Willowmere et que les jumeaux célébraient leur premier anniversaire avec des doigts collants et des rires ravis, Héléna s'assit au secrétaire de Margaret et commença à composer une lettre qui changerait tout une fois de plus. La lettre qu'Héléna composa nécessita 3 tentatives avant qu'elle n'atteigne le délicat équilibre entre révélation et protection, sa main tremblant alors qu'elle l'adressait non pas à Sébastien lui-même, car elle ne pouvait pas encore supporter une communication directe avec l'homme qui lui avait causé tant de douleur, mais plutôt à la duchesse douairière, Eleanor Blackwell, une femme qu'Héléna n'avait connue que brièvement durant son court mariage, mais qui lui avait montré de petites gentillesses suggérant une nature plus douce que celle de son fils, et d'une écriture soignée, Héléna expliqua qu'elle vivait en sécurité à la campagne sous la protection d'une chère amie, qu'elle avait donné naissance à des fils jumeaux qui prospéraient et devenaient chaque jour plus beaux, qu'elle écrivait maintenant non par pardon, mais par la compréhension d'une mère que ces garçons méritaient de connaître leur héritage et leur père, s'il avait vraiment changé comme elle osait parfois l'espérer. Et elle scella cette missive avec une cire ne portant aucune marque d'identification avant de la confier au valet de pied le plus discret de Margaret, avec pour instruction de la poster depuis Londres plutôt que du village local. La duchesse douairière reçut la lettre d'Héléna un matin gris de novembre, alors qu'elle était assise dans son salon privé de sa maison de ville à Londres, et la vue d'une écriture inconnue fit bondir son cœur d'un espoir soudain et irrationnel, avant même qu'elle ne brisât le sceau. Et tandis qu'elle lisait les mots prudents, des larmes commencèrent à couler sur son visage en flots de soulagement et de joie, car elle avait passé ces longs mois à regarder son fils se détruire de chagrin et de culpabilité, avait prié chaque nuit pour un signe qu'Héléna vivait et que les petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés respiraient quelque part en Angleterre. Et maintenant voici la preuve de la miséricorde de Dieu, écrite dans une élégante écriture qui révélait l'emplacement de sa belle-fille, tout en indiquant clairement la fragilité de ce premier contact, la nature ténue de la volonté d'Héléna d'autoriser le moindre contact. Eleanor ne prit pas le temps d'informer Sébastien de l'arrivée de la lettre, mais ordonna immédiatement que son carrosse soit préparé et partit pour Willowmere en moins d'1 heure. N'emmenant que sa femme de chambre et laissant des instructions à son majordome pour dire au duc, à son retour d'une autre expédition de recherche infructueuse, qu'elle avait été appelée pour une affaire familiale urgente, et le voyage de 2 jours lui parut interminable, alors qu'elle imaginait les retrouvailles à venir, se demandait à quoi ressemblaient ses petits-fils, s'ils ressemblaient à Sébastien ou à Héléna,
ou à une combinaison parfaite des deux, et elle serrait la lettre contre sa poitrine comme un talisman contre tous les mois d'incertitude et de peur. Helena reçut la nouvelle de l'arrivée imminente de la douairière avec un mélange de soulagement et d'appréhension, remettant soudain en question la sagesse de sa démarche, se demandant si elle n'avait pas mis en branle des événements qui briseraient l'existence paisible qu'elle avait construite à Willowmere, mais Margaret lui serra la main et lui rappela que le courage signifiait parfois risquer la sécurité pour la possibilité de quelque chose de plus grand. Et lorsque le carrosse d'Éléanore remonta enfin l'allée, Helena se tenait sur les marches du perron, avec Alexandre sur une hanche et Théodore sur l'autre, le poids de ses fils l'ancrant au sol, alors que la femme plus âgée descendait avec une rapidité surprenante pour quelqu'un de son âge et de son rang. La duchesse douairière s'arrêta à 3 pieds de distance, ses yeux passant du visage d'Helena au bébé et vice-versa, et de nouvelles larmes se mirent à couler, tandis qu'elle murmurait « Mon cher enfant, ma précieuse fille, Dieu merci tu vis. » Dieu merci. Et Helena se retrouva à pleurer aussi, s'avançant dans une étreinte qui les incluait en quelque sorte tous les trois, les jumeaux émettant des sons confus entre les deux femmes, qui se serraient l'une contre l'autre comme des survivantes de naufrages distincts se retrouvant sur la même rive désolée. Et Éléanore ne se recula que pour contempler ses petits-fils avec émerveillement, tendant des doigts hésitants pour toucher la joue d'Alexandre, puis celle de Théodore, murmurant des prières de gratitude d'une voix épaisse d'émotion. Elles se retirèrent dans le salon où Margaret avait judicieusement fait servir le thé et assuré leur intimité, et là, Éléanore tint chaque garçon à son tour, s'émerveillant de leurs membres robustes et de leurs yeux vifs. Puis elle se tourna vers Helena avec une expression d'un tel espoir suppliant qu'Helena sentit ses défenses soigneusement érigées commencer à se fissurer, et Éléanore parla de la transformation de Sébastien, de son humiliation publique volontairement acceptée, de la vente de biens précieux pour financer la recherche, de ses veillées nocturnes dans les églises, suppliant non pas pour le retour d'Helena, mais simplement pour savoir qu'elle respirait, et elle décrivit un homme si profondément changé par rapport au duc arrogant qui avait emprisonné sa femme qu'Helena avait du mal à réconcilier les deux images, et Éléanore prit les mains d'Helena dans les siennes, vieillie, et la supplia de donner à Sébastien une chance de se montrer digne de son pardon, de lui permettre de rencontrer ses fils et de démontrer l'homme qu'il était devenu par la souffrance. Et Helena resta assise en silence un long moment, tandis que son cœur luttait contre sa prudence, avant de finalement, lentement, hocher la tête en signe de consentement. Éléanore quitta Willowmere le lendemain matin, avec la promesse d'en informer Sébastien immédiatement, et Helena passa les 3 jours suivants dans un état d'anxiété accrue, qui se manifestait par des allées et venues agitées, et une incapacité à se concentrer sur une quelconque tâche, son esprit imaginant des scénarios infinis de leurs retrouvailles, allant de sa contrition larmoyante à de nouvelles accusations. Bien que Margaret lui rappelât à plusieurs reprises qu'Éléanore n'aurait pas parlé si élogieusement de la transformation de Sébastien si elle n'était pas authentique. Et pourtant, Helena se surprenait à vérifier obsessionnellement son reflet dans le miroir, se demandant si les mois de maternité l'avaient vieilli au point d'être méconnaissable, s'il la trouverait changée de manière à le décevoir ou le rebuter. Et elle répétait dans sa tête des discours allant du froidement formel au timidement indulgent, sans trouver de mots qui semblaient adéquats à l'ampleur de ce qui les séparait. Sébastien reçut la convocation urgente de sa mère, alors qu'il séjournait dans une auberge de relais près de Manchester, la dernière d'une série d'impasses dans sa recherche d'Helena, et il lut sa brève note. « Viens immédiatement à Willowmere dans le Hertfordshire, ta femme et tes fils t'y attendent. » Avec des mains qui tremblaient,
si violemment qu'il faillit laisser tomber le papier, et il partit en moins d'une heure sans prendre la peine de rassembler ses affaires ou de régler son compte, chevauchant pendant 2 jours et une nuit avec une telle vitesse désespérée qu'il épuisa 3 chevaux et arriva au village de Willowmere ressemblant à un fou, ses vêtements en désordre et son visage tiré par l'épuisement et la terreur, que cela puisse être un canular cruel ou qu'Helena puisse refuser de le voir même maintenant. Margaret insista pour être présente lors des retrouvailles, se positionnant à la fois comme témoin et protectrice, et elle organisa la rencontre dans le salon formel de Willowmere à précisément 4 heures un après-midi gris de décembre, et Helena s'habilla avec des mains tremblantes d'une simple robe de jour en mousseline bleu pâle, refusant la suggestion de Margaret de quelque chose de plus grandiose, car elle ne s'habillerait pas pour impressionner l'homme qui l'avait emprisonnée, et elle tenait Alexandre dans son bras gauche et Théodore dans son bras droit, alors qu'elle attendait dans le salon, leur poids solide étant la seule chose qui la maintenait ancrée au sol, alors que son cœur menaçait de s'échapper de sa poitrine. Le bruit des sabots sur le gravier annonça l'arrivée de Sébastien, et Helena sentit sa respiration devenir courte et rapide, alors qu'elle entendait la porte d'entrée s'ouvrir et le murmure des voix dans le hall d'entrée, les tons calmes de Margaret et la voix plus profonde de Sébastien, rauques d'émotion. Puis la porte du salon s'ouvrit, et il se tint sur le seuil, et la première pensée d'Helena fut qu'Éléanore n'avait pas exagéré sa transformation, car le fier duc qui l'avait enfermé avait été remplacé par un homme qui semblait avoir été brisé et réassemblé à partir de fragments, son visage émacié et marqué par la souffrance, ses yeux ayant un aspect hanté qui parlait de nuit blanche et de culpabilité implacable. Et il la regardait avec une expression de désir et d'angoisse, si nue qu'elle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, malgré toutes ses défenses soigneusement érigées. Leurs regards se croisèrent à travers l'étendue du tapis persan et des meubles coûteux, et le monde sembla se contracter à ce seul moment, à cet espace entre eux rempli de tout ce qu'ils avaient perdu et de tout ce qu'ils pourraient encore sauver. Et le regard de Sébastien passa de son visage au bébé dans ses bras, à l'expression sérieuse d'Alexandre et aux grands yeux curieux de Théodore, et elle le regarda prendre conscience de la preuve indéniable de ses fils, vit son visage se transformer d'émerveillement et de chagrin dévastateur, alors qu'il murmurait « Helena ». Et ce seul mot contenait toutes les excuses qu'ils n'avaient pas encore prononcées, chaque moment de souffrance qu'ils avaient tous deux enduré. Et Helena se tenait figée, incapable de s'avancer vers lui ou de s'éloigner, tenant leurs enfants comme un bouclier contre le raz-de-marée d'émotions qui menaçait de les noyer tous les deux. Sébastien fit 3 pas chancelants dans la pièce avant que ses jambes ne semblent se dérober sous lui, et il tomba à genoux sur le tapis persan, avec un son qui était mi-sanglot, mi-prière, sa tête fière inclinée, comme si le poids de sa culpabilité l'avait finalement brisé complètement. Et Helena observa cet effondrement, son cœur martelant ses côtes, incertaine de ressentir de la justification ou du chagrin à la vue de ce duc, autrefois impérieux, réduit à un tel abaissement. Et sa voix, quand elle vint, était rauque et brisée, alors qu'il murmurait « Pardonne-moi, que Dieu m'aide, Helena, pardonne-moi ». Les mots sortant en un torrent désespéré, qui semblait contourner tous les discours soigneusement préparés qu'il avait dû élaborer durant son voyage frénétique, et elle resta figée, tenant leur fils, tandis que Sébastien levait la tête pour la regarder avec des yeux rougis et noyés de larmes, et il continua « J'ai tout détruit, je t'ai détruite, nous ai détruits, et je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, aucun droit même de respirer le même air, mais s'il te plaît, laisse-moi au moins les voir, laisse-moi regarder les fils que j'ai failli perdre par mon orgueil et ma stupidité damnée. » Et Helena sentit ses propres larmes commencer à couler bien qu'elle se fût jurée de rester calme, de ne pas lui donner la satisfaction de voir à quel point il pouvait encore l'affecter.
Margaret quitta sa position près de la fenêtre pour prendre doucement Théodore du bras droit d'Helena, comprenant sans parole qu'Helena avait besoin de ses mains libres pour ce qui allait suivre. Et Helena déplaça Alexandre dans une position plus sûre contre son épaule, en faisant 2 pas hésitants vers l'endroit où Sébastien était agenouillé, et elle regarda son visage se transformer à mesure qu'elle s'approchait, regarda l'émerveillement, l'angoisse et l'amour désespéré se succéder sur ses traits, alors qu'il voyait pour la première fois clairement les yeux gris et sérieux d'Alexandre, si semblables aux siens, et les boucles sombres qui le marquaient indubitablement comme un Blackwell, et Sébastien tendit une main tremblante avant de s'arrêter, ses doigts planant dans l'air entre eux, comme s'il craignait que son simple contact ne contamine cet enfant innocent qui avait tout à fait le droit de mépriser le père qui l'avait abandonné avant sa naissance. La voix d'Helena sortit plus faible qu'elle ne l'avait prévu, fragile comme du verre filé, alors qu'elle posait la question qui l'avait hantée pendant tous les longs mois depuis sa fuite. « Les lettres, Sébastien, parle-moi des lettres. » Et elle le vit tressaillir à l'usage de son nom, la première fois qu'elle le prononçait directement depuis cette terrible nuit où il l'avait condamné à travers une porte verrouillée, et il déglutit difficilement avant de répondre. Des faux. Chacun d'eux était un faux créé par mon cousin Edward, qui pensait hériter de mon titre si notre mariage se terminait par un scandale et un déshonneur. Et j'ai été un tel imbécile aveugle et arrogant, que je les ai crus sans poser de questions. J'ai cru le pire de toi, plutôt que de faire confiance à la femme que j'avais juré de chérir et de protéger. Et sa voix se brisa complètement sur les derniers mots, et il pressa son poing contre sa bouche, comme pour retenir physiquement les sanglots qui menaçaient de le submerger. Helena sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une petite fissure apparaissant dans les murs soigneusement construits autour de son cœur blessé, et elle se surprit à demander « Qu'est-il advenu de lui, d'Edward ?» Et l'expression de Sébastien s'assombrit d'une fureur qui était en quelque sorte tempérée par l'épuisement, et il répondit « Banni d'Angleterre, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, et assez d'argent pour atteindre l'Amérique. Bien que je voulais le provoquer en duel, je voulais le faire souffrir comme tu as souffert. Mais ma mère m'a convaincu que tu ne voudrais pas plus de sang versé à cause de toi, que la vengeance ne réparerait pas le mal déjà fait. » Et il leva les yeux vers elle avec une vulnérabilité si crue qu'elle dut détourner le regard, se concentrer sur la petite main d'Alexandre qui s'agrippait à sa robe, et Sébastien continua dans un murmure « J'ai vendu les émeraudes des Blackwell, celles qui sont dans ma famille depuis 6 générations. Je les ai vendues pour financer la recherche de toi, et j'aurais tout vendu, le domaine lui-même, mon titre même, si cela signifiait te trouver et te supplier de me pardonner, même si tu ne pouvais jamais l'accorder. » Et les larmes d'Helena tombaient plus vite maintenant, tombant sur les boucles sombres d'Alexandre, tandis que Margaret amenait tranquillement Théodore plus près pour que Sébastien puisse voir ses 2 fils. Et il les contempla avec une expression d'un amour si profond et d'un regret si dévastateur qu'Helena sentit son cœur soigneusement gardé commencer, à peine, à dégeler. Sébastien prit une chambre à l'auberge de la Rose et de la Couronne dans le village de Willowmere, refusant l'offre de Margaret d'une chambre d'amis au domaine, car il comprenait, sans qu'on le lui dise, qu'Helena avait besoin de la sécurité, de savoir qu'il ne pouvait pas simplement apparaître dans ses appartements à l'improviste, qu'elle exigeait le pouvoir de contrôler quand et à quelle fréquence elle le voyait, et ainsi il arrivait chaque matin à 10 heures précises et repartait chaque soir à 6 heures, établissant un rythme qui était à la fois torturant dans sa retenue et nécessaire pour le travail délicat de reconstruction de ce que son orgueil avait brisé. Et Helena observait chaque jour depuis la fenêtre du salon du matin l'approche de sa voiture, son cœur exécutant cette même danse confuse entre l'anticipation et l'appréhension, entre le souvenir de l'homme qui l'avait emprisonnée et la preuve de transformation dont elle était témoin lors de ses visites prudentes et patientes. Les premiers jours
furent d'une maladresse sans mesure, remplis de conversations guindées dans le salon de Margaret, où ils discutaient de sujets sûrs comme le temps et les habitudes de sommeil des jumeaux, tout en évitant le gouffre de douleur qui béait entre eux. Mais peu à peu, Sébastien commença à se détendre dans un rôle qu'Helena ne l'avait jamais vu occuper, celui de père dévoué, et elle observait avec une sorte d'émerveillement alors qu'il s'agenouillait sur le sol de la nursery pour empiler des cubes en bois pour l'inspection sérieuse d'Alexandre, alors qu'il parcourait la longueur de la galerie avec Théodore en équilibre sur son épaule, chantant des berceuses fausses qui faisaient gazouiller le bébé de plaisir, et ces moments de pure joie paternelle semblaient fissurer quelque chose dans le calme soigneusement entretenu de Sébastien, semblaient révéler des aperçus de l'homme qu'il aurait pu être si l'arrogance n'avait pas empoisonné sa capacité à faire confiance. Helena se surprit à l'étudier quand elle pensait qu'il était trop absorbé par les jumeaux pour le remarquer, cataloguant les changements que la souffrance avait opérés sur ses traits, les nouvelles rides encadrant sa bouche qui parlait de mois passés à froncer les sourcils, l'argent filant ses cheveux sombres aux tempes bien qu'il ait à peine 30 ans, la façon dont ses mains tremblaient légèrement chaque fois qu'il tenait ses fils, comme s'il craignait qu'ils ne disparaissent comme de la fumée, s'il ne maintenait pas un contrôle parfait. Et elle réalisa, avec un pincement qui ressemblait à du chagrin, qu'elle avait aimé le duc que Sébastien n'avait été, impérieux et autoritaire, et si certain de sa place dans le monde, mais qu'elle pourrait en venir à aimer cette version humiliée, encore plus profondément, si elle pouvait trouver le courage de risquer à nouveau son cœur. Ils prirent l'habitude de se promener dans le jardin d'hiver de Willowmere après la sieste des jumeaux. Enveloppés dans de lourdes capes contre le froid de décembre, et c'est pendant ces déambulations tranquilles que de vraies conversations commencèrent à émerger, hésitantes au début, puis coulant plus librement, alors que Sébastien parlait de ses mois de recherche, de la culpabilité écrasante qui était devenue sa compagne constante, de la nuit où il s'était agenouillé dans une église de campagne et avait supplié Dieu de lui donner une chance de rédemption qu'il savait ne pas mériter. Et Helena écoutait, les mains enfouies dans les poches de sa cape pour ne pas tendre la main vers lui, et elle se surprit à répondre à ses douces questions sur sa grossesse et la naissance des jumeaux, sur la terreur de l'accouchement sans lui à ses côtés, sur la première fois où elle avait tenu leur fils et ressenti simultanément de la joie et un chagrin dévastateur qu'il ne soit pas là pour partager ce moment. Il y eut un après-midi dans la serre où Sébastien montrait à Théodore une orchidée particulièrement éclatante, et Helena se tenait assez près pour sentir l'odeur familière de son eau de Cologne, et leurs mains se frôlèrent alors qu'ils tendaient tous les deux la main pour stabiliser le bébé, et le contact envoya un tel choc dans le système d'Helena qu'elle haleta audiblement, et les yeux de Sébastien rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle, et pendant un instant suspendu, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser, voulut qu'il l'embrasse avec une férocité qui la terrifiait, mais au lieu de cela, il recula avec un effort visible, s'éclaircit la gorge et suggéra qu'ils retournent à la nursery, et Helena passa cette nuit éveillée, se demandant si elle était reconnaissante ou déçue qu'il ait maintenu des limites aussi prudentes, son cœur en guerre avec sa prudence durement gagnée, sachant que le pardon était un pays vers lequel elle voyageait mais qu'elle n'avait pas encore atteint, bien qu'elle pût peut-être en voir les frontières miroiter à l'horizon. La fièvre vint au plus profond de la nuit, 3 semaines après le début de la cour prudente de réconciliation de Sébastien, et ce fut Théodore qui tomba malade en premier, son petit corps brûlant si fort qu'Helena sentit la chaleur irradier à travers sa chemise de nuit lorsqu'elle le souleva de son berceau lors d'une vérification de routine, et son cœur se serra avec la terreur particulière que seules les mères connaissent alors qu'elle appelait Margaret et envoyait un valet de pied courir à l'auberge du village pour chercher Sébastien, et au moment où le duc arriva, boutonnant encore son manteau sur sa chemise de nuit, les cheveux en désordre du sommeil et les yeux écarquillés de peur, Helena
avait déjà déshabillé Théodore jusqu'à ses plus petits vêtements et baignait sa peau fiévreuse avec des linges frais, tandis que le bébé gémissait et se débattait dans ses bras. Et Sébastien jeta un regard sur le visage rouge et les yeux vitreux de son fils, avant de se déplacer sans hésitation aux côtés d'Héléna. Et il dit d'une voix qui ne tremblait que légèrement, « Dis-moi ce que je dois faire, dis-moi comment t'aider. » Et elle lui ordonna d'aller chercher plus d'eau fraîche et des linges propres. Et ensemble, ils travaillèrent pendant les longues veilles de la nuit, dans un partenariat né d'un désespoir partagé, leur maladresse antérieure oubliée face à la souffrance de leur enfant. Le médecin arriva avec les premières lueurs de l'aube et examina Théodore avec une efficacité grave avant de prononcer le diagnostic d'une fièvre des poumons qui pourrait tomber en quelques heures ou s'aggraver en quelque chose de bien plus dangereux. Et il laissa des poudres, des instructions et des avertissements. Et Héléna sentit ses genoux faiblir de terreur. Mais Sébastien lui attrapa le coude et la guida vers la chaise à côté du berceau de Théodore, et il dit avec une certitude tranquille, « Je ne te quitterai pas, je ne vous quitterai ni l'un ni l'autre, ni ce soir ni jamais plus si tu le permets. » Et Héléna hocha la tête, car elle ne pouvait pas parler au-delà de la peur qui lui serrait la gorge, et ainsi ils s'installèrent en veillée, tenant Théodore à tour de rôle contre leur poitrine, pour qu'il puisse sentir les battements de leur cœur, lui parlant à voix basse de l'avenir qu'il lui promettait, des chevaux qu'il monterait, des livres qu'il lirait, et du frère qui avait besoin qu'il se batte et survive. Sébastien pria à voix haute à l'approche de minuit, sa voix rauque d'épuisement et d'émotion, et Héléna observa à travers ses propres larmes ce fier duc qui avait autrefois semblé taillé dans le marbre pleuré ouvertement en suppliant Dieu pour la vie de son fils, promettant réforme, dévotion et tout, absolument tout, si seulement Théodore était épargné. Et elle réalisa à cet instant que les barrières qui restaient entre eux étaient devenues aussi fines que de la gaze, que l'homme agenouillé à côté de ce berceau, mettant son âme à nu devant le ciel, n'était pas le Sébastien qui l'avait enfermé dans sa rage, mais quelqu'un transformé par la souffrance en une version de lui-même, capable de véritable humilité et d'amour. La fièvre tomba juste au moment où le soleil d'hiver se glissait au-dessus des jardins et de Willowmere, et le petit corps de Théodore devint flasque avec la libération soudaine de la tension, et sa température commença à baisser sous la main d'Héléna, et elle laissa échapper un sanglot de soulagement qui sembla arraché de son âme même, et Sébastien fit un son qui était mi-rire, mi-pleur, alors qu'il tendait la main pour toucher le front de son fils, qui refroidissait avec des doigts tremblants. Et puis ils se regardèrent à travers le berceau, avec toute leur défense enfin complètement brisée. Et Héléna se retrouva à se lever de sa chaise au même moment que Sébastien se levait. Et ils se rencontrèrent dans l'espace entre les meubles, avec une collision qui était à la fois désespérée et douce. Et elle s'effondra dans ses bras alors qu'il la serrait contre sa poitrine. Et elle sentit tout son corps trembler sous la force de son soulagement et de sa gratitude, et elle murmura contre sa gorge, « Je te pardonne, Sébastien, que Dieu m'aide, mais je te pardonne. » Et ses bras se resserrèrent autour d'elle presque convulsivement, alors qu'il enfouissait son visage dans ses cheveux et pleurait comme un homme qui avait retenu un océan. Et quand il leva enfin la tête pour la regarder, ses yeux noyés de larmes, et de quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir, elle leva la main pour lui prendre le visage et l'attira vers elle dans un baiser qui avait le goût du sel et de la rédemption. Un baiser qui parlait de nouveaux commencements émergeant des cendres de leur destruction. Et il l'embrassa en retour avec une révérence qui fit à la fois mal et s'envoler son cœur. Et elle sut à cet instant qu'ils avaient enfin, après tant de douleurs et de séparation, retrouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers le creuset de leur amour pour les enfants qu'ils avaient créés. Ils quittèrent Willowmere un matin empreint de la promesse du début du printemps, le givre fondant sur l'herbe alors que les premières voitures étaient chargées de malles et de fournitures de nursery,
et Helena se tenait sur les marches du perron, avec Théodore dans ses bras, et Alexandre accroché à ses jupes, tandis que Sébastien supervisait le chargement méticuleux de leurs affaires, et Margaret pleurait ouvertement en embrassant Helena une dernière fois et en murmurant qu'elle avait prié pour cette fin précise, que l'amour puisse se révéler plus fort que l'orgueil et la douleur. Et le voyage jusqu'à Thornwood dura 2 jours, car ils voyageaient lentement pour s'adapter aux besoins des jumeaux, en arrêts fréquents et entêtés. Et Helena se surprit à regarder la campagne familière défiler par les fenêtres de la voiture avec un mélange complexe d'émotions, se souvenant de sa fuite désespérée le long de ces mêmes routes, portant des enfants à naître et la terreur en égale mesure. Et maintenant, elle revenait en tant que véritable épouse de Sébastien, leur fils niché entre eux et sa main fermement serrée autour de la sienne, comme s'il craignait qu'elle ne se dissolve s'il relâchait sa prise. Thornwood émergea de la brume matinale comme une vision renaissante, et Helena haleta audiblement lorsqu'elle vit que le lierre, qui avait autrefois étouffé l'aile ouest, avait été arraché pour révéler une pierre couleur de miel, brillante au soleil. Et les fenêtres qu'elle se rappelait sombres et fermées étaient maintenant ouvertes avec des rideaux de dentelle flottant dans la brise, et alors que leur voiture remontait l'allée circulaire, elle put voir tout le personnel de la maison assemblé sur les marches du perron, et lorsque Sébastien la fit descendre de la voiture avec Théodore dans ses bras, tandis qu'un valet de pied portait Alexandre, les serviteurs éclatèrent en applaudissements spontanés, et Madame Pembroke, la gouvernante, se précipita en avant, des larmes coulant sur son visage buriné, pour supplier Helena de lui pardonner, de ne pas en avoir fait plus, pour l'aider pendant ces terribles semaines d'emprisonnement. Et Helena serra la femme plus âgée dans ses bras et l'assura que le passé était pardonné, qu'il construisait quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui avait été détruit. Sébastien la conduisit à travers des pièces transformées par l'amour et l'intention, lui montrant la nursery qu'il avait conçue lui-même avec 2 berceaux sculptés dans le chêne et peints de scènes de chevaux et de jardins, et une salle d'études déjà remplie de livres, de globes et de tout ce dont 2 garçons en pleine croissance pourraient avoir besoin pour leur éducation. Puis il l'amena à l'aile ouest, où elle avait été autrefois confinée, et elle se prépara à l'afflux de terribles souvenirs. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, elle ne trouva pas la cellule de prison spartiate de ses cauchemars, mais une suite de pièces remplies de lumière et de fleurs, les murs peints de couleurs douces qui parlaient d'espoir plutôt que de punition. Et il dit tranquillement : « Je voulais effacer chaque ombre, transformer le lieu de mon plus grand péché en quelque chose de beau pour toi. Et je comprends si tu ne peux pas supporter d'occuper ces pièces, si les souvenirs sont trop douloureux, et nous pouvons choisir des appartements ailleurs si tu préfères. » Mais Helena se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins et réalisa que de ce point de vue, elle pouvait voir tout le domaine s'étendre dans la gloire du printemps, et elle se tourna vers lui et dit qu'elle réclamerait ces pièces précisément à cause de leur histoire, qu'elle les remplirait d'amour et de rire jusqu'à ce qu'aucune trace de chagrin ne subsiste, et le soulagement qui submergea les traits de Sébastien le fit paraître presque jeune à nouveau, malgré l'argent dans ses cheveux. Ils renouvelèrent leurs vœux de mariage dans la chapelle privée de Thornwood 3 jours après leur retour, avec seulement la duchesse douairière et Margaret comme témoins, et les jumeaux dormant dans un panier près de l'autel, et Helena portait une robe de soie crème que Sébastien avait commandée spécialement pour ce moment, et lorsqu'il glissa une nouvelle bague à son doigt à côté de l'alliance originale qu'elle n'avait jamais enlevée malgré tout, ses mains étaient stables, et sa voix était claire, alors qu'il promettait devant Dieu de l'honorer, de la chérir et de lui faire confiance pour tous les jours de sa vie. Et elle fit les mêmes promesses en retour, et elle les pensait de chaque fibre de son être. Et cette nuit-là, lorsqu'il la porta à travers le seuil de leur chambre commune, comme si elle était une véritable épouse plutôt qu'une femme retrouvée, leur union fut tendre et curative, empreinte d'une intimité plus profonde que la simple passion physique, et elle pleura dans ses bras après, non pas de chagrin,
mais de la reconnaissance écrasante qu'ils avaient survécu au pire que l'orgueil et l'incompréhension pouvaient infliger, et en étaient sortis, non pas brisés, mais trempés en quelque chose de plus fort qu'ils ne l'avaient été auparavant. Et alors qu'elle s'endormait la tête posée sur sa poitrine et ses bras enroulés protecteurs autour d'elle, elle pensa que peut-être certains amours nécessitent destruction et reconstruction avant de pouvoir atteindre leur forme la plus véritable. Et elle était reconnaissante au-delà de toute mesure qu'on leur ait donné cette seconde chance de construire leur vie ensemble sur des fondations de pardon et de confiance durement gagnées. 5 printemps s'étaient écoulés depuis le retour d'Helena à Thornwood, et le domaine qui s'était autrefois dressé, enveloppé de brume et de chagrin, fleurissait maintenant de vie et de rire, les jardins débordant de roses qu'Helena cultivait elle-même, et les couloirs résonnant des voix d'enfants en train de jouer. Et en cet après-midi de mai particulier, elle se tenait sur la terrasse, le bras de Sébastien chaud autour de sa taille, alors qu'il regardait Théodore et Alexandre se poursuivre sur la pelouse avec des épées en bois, les garçons ayant maintenant 5 ans et se ressemblant tellement que les étrangers pouvaient à peine les distinguer. Bien qu'Héléna connaisse chaque distinction entre eux, la nature plus sérieuse de Théodore et le rire rapide d'Alexandre, et entre eux trottinait Lily, 3 ans, avec ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle essayait de suivre ses frères, criant de sa voix aiguë pour qu'ils l'attendent. Et Sébastien serra Héléna plus fort contre lui et déposa un baiser sur sa tempe, et elle s'appuya contre lui avec le confort facile d'une épouse qui avait appris à faire entièrement confiance après que la confiance ait été si profondément brisée puis minutieusement reconstruite. Les cicatrices restaient, bien sûr, car certaines blessures laissent des marques, peu importe à quel point elles guérissent, et il y avait encore des nuits où Héléna se réveillait de rêves de portes verrouillées et de murs de pierre froids. Et Sébastien la serrait dans ses bras jusqu'à ce que les tremblements passent et murmurait des excuses qu'il n'avait plus besoin de faire, mais qu'il offrait quand même, parce que certains chagrins méritent une reconnaissance éternelle, et elle portait dans son cœur une méfiance qui n'existait pas avant leur destruction, un petit endroit gardé qui se souvenait de ce que signifiait être mis en doute par celui qui aurait dû lui faire le plus confiance. Mais ces cicatrices étaient devenues une partie de leur paysage plutôt que des obstacles en son sein, intégrés dans les fondations plus solides qu'ils avaient construites ensemble sur les décombres de leur premier commencement. Sébastien s'était transformé de manière visible et invisible. L'arrogance qu'il avait autrefois définie, remplacée par une humilité qui le rendait aimé plutôt que simplement respecté dans le comté, et il consultait Héléna pour chaque décision affectant leur foyer et leur domaine, valorisant ses opinions comme il n'avait jamais rien valorisé avant de la perdre, et il chérissait ses enfants avec une dévotion qui mettait parfois les larmes aux yeux d'Héléna, parce qu'elle se souvenait du duc qui avait douté que Théodore et Alexandre soient même les siens, et cet homme semblait maintenant un étranger comparé au père qui passait des heures sur le sol de la nursery à construire des tours de cubes, à lire des histoires et à apprendre à ses fils à être doux avec leurs sœurs. Cher auditeur, si vous avez voyagé avec nous à travers ce conte de douleur et de guérison, laissez-moi vous dire ce que leur histoire nous apprend sur la nature de l'amour et du pardon, car le parcours d'Héléna et de Sébastien n'était pas unique dans sa souffrance, mais peut-être rare dans sa rédemption. Et il y a là une sagesse pour tous ceux qui ont connu l'agonie particulière d'être blessés par quelqu'un qu'ils aiment, ou qui ont été celui qui a infligé de telles blessures. L'amour seul n'est jamais suffisant pour soutenir un mariage ou réparer ce que l'orgueil et la suspicion ont brisé, car l'amour sans confiance est une belle prison, et la confiance, une fois brisée, nécessite une reconstruction patiente, brique par brique, et il n'y a pas de raccourci à travers la vallée de la réconciliation, pas de mot magique
qui peuvent dissoudre la douleur ou effacer les souvenirs de la trahison. Mais ce qu'Helena et Sébastien ont découvert, c'est que la transformation est possible lorsque les deux parties choisissent l'humilité plutôt que l'orgueil et la patience, plutôt que la vengeance, lorsque le pardon devient non pas un seul moment, mais une pratique quotidienne de choisir la grâce plutôt que l'amertume. Si vous vous trouvez dans les ruines d'une confiance brisée, que vous soyez le blessé ou le blesseur, sachez qu'il y a un chemin à suivre si vous avez assez de courage pour le parcourir, que certains amours méritent une seconde chance lorsque le changement authentique et le remords sincère créent un nouveau terrain pour la croissance. Mais sachez aussi que le pardon n'exige pas que vous oubliez ou que vous retourniez vers ceux qui refusent la transformation, que protéger votre cœur n'est pas la même chose que l'endurcir, et que parfois la chose la plus courageuse est de partir comme Helena l'a fait, et parfois la chose la plus courageuse est de revenir comme elle l'a fait lorsque Sébastien s'est montré digne de ce terrible cadeau. Puissiez-vous trouver la sagesse de savoir quel chemin votre histoire exige, et puissiez-vous avoir la patience de laisser la guérison prendre le temps dont elle a besoin, et puissiez-vous reposer ce soir en sachant que même les blessures les plus profondes peuvent se refermer si elles sont soignées avec soin et arrosées de larmes qui mènent finalement à la joie, et que votre propre voyage vers la paix soit béni de grâce. Cette histoire vous est présentée par Everlasting Enchantment, où nous croyons au pouvoir de la transformation et à la possibilité de seconde chance. Et nous vous invitons à revenir pour d'autres contes d'amour mis à l'épreuve et triomphants, car chaque cœur mérite une histoire d'espoir.